Bonjour les Happy Few et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir un oui, comment obtenir votre prêt immobilier. Et sans utiliser l'effet de levier de la banque, l'effet de levier bancaire, vous n'allez pas pouvoir investir, enchaîner les investissements, investir en masse. Donc, on va voir ensemble les 7 principes, les 7 bases pour obtenir son prêt immobilier. La première des choses, ça va être la régularité à l'instant T. La régularité à l'instant T, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le banquier va regarder votre situation à l'instant T, au moment où vous allez lui demander un prêt. Il va regarder ce que vous avez fait sur les 3 derniers mois, parce que vous allez devoir lui donner vos 3 derniers relevés bancaires, vous allez devoir lui donner les 2 derniers ou 3 derniers avis d'imposition. Et concrètement, si vous avez été salarié pendant 10 ans, que vous avez 10 ans d'ancienneté dans une boîte, mais que le jour J, quand vous allez le voir, vous venez de changer d'emploi, pour lui, il s'en fout réellement de votre passé. Ce qu'il va regarder, c'est votre situation à l'instant T. À l'instant T, vous êtes dans une situation précaire parce que vous n'êtes pas encore titularisé, vous n'avez pas forcément le sésame, le Graal que souhaitent les banquiers, à savoir un CDI et une situation stable. Stable pour la banque. Donc du coup, la première des choses, c'est vraiment réfléchir en termes d'instant T, en se disant, voilà, à l'instant T, est-ce que c'est tout bon au niveau de la banque? Pareil, si vous êtes un épargnant, vous épargnez super bien, ça fait 5-6 dernières années, vous avez vraiment épargné tous les mois, etc. Mais que sur les 3 derniers mois, vous n'avez pas épargné et qu'en plus vous avez eu des dépenses parce que vous avez refait votre maison, vous vous êtes fait plaisir, les 3 derniers mois c'était des mois de vacances et de folie et de plaisir et j'en passe. Donc du coup, lui concrètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'en fout réellement. Lui, ce qu'il voit, c'est tout de suite ce qui se passe. Donc vraiment, la première des choses, c'est la régularité, l'instant T. La seconde des choses, ça va être l'épargne. Respecter la règle de se payer en premier. Regardez, calculez l'épargne que vous pouvez mettre en place. L'idée, c'est de mettre une épargne régulièrement. J'insiste sur le mot régulièrement, mais ce n'est pas de mettre une grosse épargne qui va vous mettre dans le rouge. C'est pas mettre par exemple en janvier 500 € et ne plus rien mettre du tout jusqu'au mois de juin. Vaut mieux mettre 150 € tous les mois ou 200 € tous les mois, ou de calculer en fait l'épargne que vous pouvez mettre et que vous pouvez tenir dans la durée. Donc le second point, ça va être la régularité dans votre épargne. Ensuite, le troisième point qu'il faut connaître, c'est que les banques, elles ont tous un système de calcul différent d'une banque à une autre, même au sein d'une même marque, je vais dire, d'une même banque. Que si vous allez par exemple, je ne sais pas moi, au Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, j'en citais 3. Du coup, d'une région à une autre, ils vont avoir des politiques différentes, des politiques tarifaires différentes, des politiques au niveau des intérêts différents, des politiques salariales différentes. Leur système de calcul sera différent. Donc vraiment, ne vous fiez pas par exemple à un non. Vous allez voir une banque, vous allez déposer un dossier bancaire, on va vous dire non. Et il ne faut pas vous dire que c'est la fin de vos investissements. Non, au contraire, c'est le début de l'aventure. Churchill disait la réussite, je ne sais plus si c'était la réussite ou le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc c'est là où on va avoir le mindset que vous avez. Donc surtout, ne vous dites pas si cette banque m'a dit non, c'est fini pour moi. Ils ont tous un système de calcul différent qui est complexe, plus ou moins complexe, mais ça, ce n'est pas trop notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir un oui. Donc ça va être le troisième point. Le quatrième point, c'est que chaque banque a des objectifs à réaliser. Et du coup, en fonction de quand vous arrivez dans l'année, le timing est très important. Parce que si vous arrivez après que les objectifs soient réalisés, dans ces cas-là, ils n'ont pas trop d'intérêt à vous financer.
parce que concrètement, les banques ne gagnent pas grand-chose sur les prêts immobiliers. Donc du coup, le timing va être très important. Si vous allez en début d'année dans une banque, généralement, elle n'a pas encore réalisé ses objectifs, donc elle sera beaucoup plus à même à négocier avec vous et du coup, vous obtiendrez beaucoup plus facilement un oui. Si vous allez voir une banque en fin d'année, généralement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, Fatima, j'ai plein de noms, etc. » Mais au moment où ils me disent ça, c'est le 20 décembre, c'est le 15 décembre. Mais là, les banques… vous tombez sur tout ce qui est vacances scolaires, vacances de fêtes de fin d'année, etc. Donc, c'est vraiment la cata. Et de deux, en fait, en fin d'année, ils ont déjà réalisé leurs objectifs. Ils n'ont vraiment pas envie de se casser la tête à monter un dossier bancaire au niveau des prêts bancaires. Donc, vraiment, le timing va être important parce qu'ils ont plus ou moins des objectifs à réaliser qui sont plus ou moins importants d'une agence à une autre. Ensuite, quatrième des points, ça va être le scoring. Le scoring, qu'est-ce que c'est? Généralement, les banques, on a besoin de rentrer dans des petites cases. Ils vont rentrer nos informations informatiquement. Et le scoring, ça va être quoi? C'est qu'on va vous donner des feux verts, des feux rouges en fonction des données que vous allez donner. Donc, en fonction du nombre de feux verts, de feux rouges que vous allez voir dans certains éléments, eh ben, on va vous délivrer un avis favorable ou un avis défavorable ou un avis mitigé. Et c'est là que votre interlocuteur sera important pour pouvoir défendre votre dossier. Et du coup, pour avoir un bon scoring, généralement, il va falloir travailler avec le banquier. Ça nous emmène au sixième point, qui est le PNB. Qu'est-ce que c'est le PNB? C'est le produit net bancaire. C'est une chose qui est très, très importante. C'est un des points à retenir de cette vidéo qui est très important, le PNB. Le produit net bancaire, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un banquier, c'est un commerçant. Un banquier, il a besoin de vous vendre plusieurs choses qui n'est pas le prêt immobilier où il ne gagne pas d'argent, mais ça va être les assurances, par exemple, les garanties accidents de la vie, assurance de prêt, assurance PNO, assurance habitation, assurance automobile, santé, etc. Enfin, là, c'est là où c'est son petit bonbon, c'est son petit bonus, c'est là où il va gagner de l'argent. Donc concrètement, si vous voulez plaire à votre banquier, eh ben, il va falloir réfléchir en termes de win-win. Arrêtez de négocier sur tout parce que vous allez perdre, tout simplement. Donc, envisagez le win-win, réfléchissez en termes de win-win, gagnant-gagnant et dites-vous, ok, lui il a besoin de quoi et moi j'ai besoin de quoi et on essaye de trouver un compromis et c'est là où vous allez nouer du coup un lien, un vrai partenaire financier. Vous allez avoir un vrai partenaire financier parce que vous avez compris que c'est du business. Vous lui donnez et il vous donne. On ne peut pas gagner à tous les coups. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il faut faire des petites concessions. Qu'est-ce que c'est de perdre 10-15 € dans une assurance habitation? On s'en fout royalement parce qu'on va gagner de l'argent dans nos investissements immobiliers. Si on a bien calculé les choses, c'est là où on va gagner de l'argent. Donc voilà, là c'est le sixième point, le PNB. Le septième point, qui est un des derniers points, donc ça va être l'interlocuteur. Donc l'interlocuteur que vous allez avoir le bon interlocuteur, c'est très très important. Quand je dis bon interlocuteur, qui c'est? C'est le directeur de banque. Si vous arrivez à avoir le directeur de banque, c'est la clé. Parce que dans beaucoup d'agences, généralement les agences, les banques régionales, il y a un pouvoir de délégation. C'est-à-dire que le directeur bancaire a le pouvoir de dire oui ou de dire non à un dossier en direct sans se référer à X ou Y personne. Donc du coup, si vous avez le directeur de banque en direct, eh ben, ça va vous permettre de négocier directement et de voir par exemple les points qui bloquent, de négocier avec lui, de trouver un compromis et d'obtenir le oui. Donc, c'est très, très important d'avoir le directeur de banque. Généralement, on me dit « Oui, Fatima, est-ce que c'est bien de passer par des courtiers ou pas ?» Moi, je dirais on n'est jamais mieux défendu que par soi-même, de défendre son dossier soi-même. Du coup, moi, j'ai tenté les courtiers. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir des prêts immobiliers vers les courtiers. Et en direct, j'ai réussi à les avoir. Il faut savoir que les banques rémunèrent les courtiers. Donc concrètement, si vous pouvez passer en direct, ça arrange une banque, tout simplement.
Donc, et si vous défendez votre dossier en direct aussi, c'est beaucoup plus intéressant pour vous, en tout cas pour défendre vos intérêts. C'est pareil, si vous passez par votre conseillère, il y en a beaucoup qui me disent « oui, moi je suis à telle banque, ma conseillère je la connais depuis 15 ans, toute ma famille y est, etc. » On s'en fout. La seule question, c'est est-ce qu'elle a le pouvoir de décision? Oui, non. Il y a des conseillers qui sont très très proches de leur directeur et que du coup ont ce pouvoir aussi parce que le directeur leur confère ce pouvoir. Mais généralement, si vous allez défendre votre dossier auprès de Martine et que Martine, le jour où elle va défendre votre dossier devant le directeur, c'est le jour où elle doit aller vite aller chercher les enfants ou que c'est un jour où on lui a refusé ses congés, elle est de mauvaise humeur ou je ne sais quoi, en fait, vous allez être dépendant d'une personne et du coup, juste être dépendant de cette personne-là, c'est mauvais, c'est que ça soit Martine Roger ou X, enfin bref, vaut mieux défendre directement votre dossier auprès du bon interlocuteur. Donc ça va être les 7 points. Et ensuite, il y en a un dernier, on va dire bonus, non négligeable. Je pense que c'est normalement, on ne devrait même pas le dire, mais dites-vous en fait que les personnes que vous avez en face de vous, c'est des êtres humains. C'est des personnes comme vous et moi, c'est des êtres humains. Parlez-leur correctement, soyez sympas, soyez polis, soyez courtois et dites-vous qu'en fait, cette personne-là, elle fait ses heures de travail, elle est aussi fatiguée, elle a besoin qu'on lui facilite son travail. Monter un dossier bancaire, c'est chiant, c'est beaucoup de papier. Mais si vous arrivez avec un dossier en béton, déjà monté, déjà clair, déjà classé, bah alors cette personne-là, forcément, entre un dossier comme ça et un dossier où elle a 10 allers-retours de mails, d'échanges de téléphone, etc., pour pouvoir avoir 1 ou 2 papiers qui manquent, vous comprenez bien que elle va préférer le dossier qui est clair, où on lui a mâché le travail, où tout est déjà carré. Donc voilà, essayez de nouer un lien humain, d'humain à humain. C'est le plus important. Soyez vraiment naturel et ne vous dites pas en fait que vous avez un simple banquier devant vous ou un robot ou je ne sais quoi. C'est une personne. Donc voilà, c'est du bon sens, mais parfois il faut le rappeler. Donc voilà, ça c'est sur ces points-là qui sont très importants. Et oubliez tous les points qu'on vous rabâche non-stop, qui sont par exemple, oui, notre taux d'endettement, il ne faut pas dépasser les 33%, blablabla. Tout ça, ce taux d'endettement, vous allez en entendre parler au tout début, peut-être à votre premier investissement, on va parler de taux d'endettement. Et encore, on va parler de taux d'endettement pour les petits revenus. Ce que j'appelle petits revenus, ça va être ceux en dessous de 2 000 €. On va parler de taux d'endettement, mais concrètement, en général, on parle de reste à vivre. Donc, si vous faites des bons invests et que vous avez un dossier en béton, ce que j'appelle un dossier en béton, c'est que vous l'avez bien ficelé et que vous avez fait en sorte que ce soit un dossier sexy et que ça donne envie, dans ces cas-là, vous allez obtenir un oui. Donc voilà, ça c'est sur ces 7 principes qu'il faut travailler et penser avant d'aller voir le banquier. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez un volet bancaire pour pouvoir monter un dossier en béton et obtenir un oui à tous les coups dans ma formation immobilière. Vous avez le lien dans la description. Je vous invite à cliquer et à inscrire vos coordonnées et j'espère qu'il restera des places pour vous. Je vous dis à très vite et merci d'avoir suivi cette vidéo.